Voilà, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez faire un petit signe? Oui, parfait. Super, merci à vous. Donc bienvenue sur cette table ronde consacrée au gaz vert avec ce titre sous forme interrogative de la méthanisation aux nouvelles technologies. Décarbonation de nos modes de vie, logement, transport, industrie. Souveraineté vis-à-vis de la Russie et aussi des États-Unis désormais question gaz. La couleur gris fossile du gaz doit passer au vert renouvelable, local. C'est désormais une évidence. Ça n'a pas été toujours le cas, on peut le dire. Pendant longtemps, en France, c'était l'œuvre de pionniers. La méthanisation, une filière mature techniquement, et plutôt bien soutenue par les pouvoirs publics. Il faut se rappeler qu'il a fallu attendre 2011 pour avoir la première installation de méthanisation raccordée au réseau en France. Et après ce réveil tardif, l'Hexagone accélère sur la production de biométhane, notamment, donc on l'a dit, avec la méthanisation, sur un bon rythme depuis 6 ans, plus 100 à 200 installations nouvelles chaque année. Mais ça ne suffira pas. Atteindre un objectif très ambitieux pour le réseau gaz vert à 100%, c'est l'objectif, en 2050. Aujourd'hui, nous en sommes à 4%. Donc les marches sont élevées. Alors comment amplifier sa diffusion? Comment s'inspirer des débuts réussis de la méthanisation pour aller plus loin sur les nouvelles filières de production de biométhane? Pyrogazéification, hydrogazéification, méthanation. Quels sont les freins à lever? C'est ce que nous allons voir cet après-midi avec nos intervenants. Une table ronde avec 2 séquences. D'abord, un tour de table rapide avec ces intervenants, puis nous ferons une table ouverte pour une discussion avec vous dans la salle et également sur le salon Energaia, puisque les gens peuvent se connecter sur l'application Energaia. Peut-être vous avez pu scanner le QR code qui s'affiche à droite sur l'écran. Vous pouvez poser vos questions qui vont m'arriver au fil de l'eau pendant cette table ronde. Puis il y aura à la fin, si on est bon, et on a pris un peu de retard, des questions à l'ancienne avec un vrai micro pour vous passer pour dialoguer avec vous. Donc j'invite à me rejoindre ici Mylène Bégos, qui est directrice du patrimoine de la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole, Frédéric Martin, qui est le président de l'association France Gaz, Vincent Guéret, qui est le PDG de l'entreprise Enosis, et Marion Tréboux, responsable du Centre régional gaz vert Occitanie. Bonjour à vous 4 d'abord. Merci d'être avec nous en ce début d'après-midi à Montpellier. Et nous commençons avec vous, Marion Tréboux. Vous êtes depuis le début de cette année la nouvelle responsable de ce centre de ressources qui accompagne les porteurs de projets en Occitanie. Le centre régional gaz vert est animé par l'agence régionale énergie-climat pour le compte de l'ADEME et de la région Occitanie. Et je vous ai passé une commande pour aujourd'hui, pour cette table ronde. Je vous ai demandé de nous faire un peu de pédagogie. Quand on dit gaz vert, de quoi parle-t-on? Quelles sont les différentes filières ou technologies? Ça marche. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Donc je vais essayer de poser le cadre très rapidement des différents process dont on va se parler aujourd'hui. On va parler des process qui permettent d'aboutir à un gaz d'une qualité adéquate pour être injecté dans le réseau. Donc un gaz du méthane, CH4, et avec des teneurs limitées en eau, en gaz carbonique, en sulfure d'hydrogène. Donc peut-être la base, alors il n'y a pas de diapo pour celle-là, mais ce que vous pouvez voir actuellement dans le paysage, c'est les unités de méthanisation. Donc la méthanisation, c'est un process biologique sur la base avec des bactéries auxiliaires. Et les intrants qu'on mobilise pour la méthanisation, c'est de la biomasse fermentescible. La première, peut-être que vous pouvez avoir en tête, c'est tout ce qui va être les effluents d'élevage, les effluents humains, des fois aussi, tout ce qui va être les déchets de l'industrie agroalimentaire et les matières végétales non ligneuses, donc pour faire simple, l'herbe ou des cultures sans bois, en tout cas. En sortie d'une méthanisation, on obtient donc du méthane, mais on obtient aussi en quantité importante du CO2 et du digestat qu'on retourne à la terre. Donc il y a toujours un lien entre la méthanisation et
l'agriculture pour le retour à la terre. J'accélère un peu. Le deuxième procédé dont on va se parler aujourd'hui, c'est la pyrogazéification. Donc là, on est sur un process thermochimique, donc avec une température à 700-1500 degrés. On va retrouver comme intrant de la biomasse, mais avec un éventail beaucoup plus large de biomasse qui intègre notamment le bois et toutes les matières ligneuses, et aussi des matières carbonées qui ne sont pas d'origine biologique, mais qui peuvent être tout ce qui est le plastique et qui ne peut pas être valorisé par d'autres systèmes. En sortie, on obtient ce qu'on appelle un syngaz, qui est un mélange avec un peu de méthane, mais aussi de l'hydrogène, du monoxyde et du dioxyde de carbone. Donc c'est important de bien avoir en tête qu'il y a une grande quantité de CO2 et on va en reparler après. Le troisième procédé dont on va se parler, c'est la gazéification hydrothermale. Donc peut-être le procédé, on va dire, le plus innovant, qui est un processus thermochimique où cette fois-ci, on va avoir à la fois de la haute température, mais aussi de la haute pression, donc à 300 bars, et pour traiter une gamme d'intrants beaucoup plus large, donc en gazéification hydrothermale. Là, cette fois, on va pouvoir faire rentrer tout ce qui est des intrants qui contiennent de l'eau, notamment. Donc les bouts de steppe, les digestats que j'ai mentionné tout à l'heure, qui parfois sont non épandables parce qu'ils peuvent avoir des contaminations, mais aussi tout ce qui peut être des boues ou des graisses industrielles ou chimiques où tout retour à la terre est inenvisageable. Donc tout ce qui peut être des intrants avec du carbone dedans et où il y a de l'eau, mais on ne veut pas que ça retourne à la terre. Donc en sortie, on obtient à nouveau du syngaz, un mélange, et dont on peut faire l'épuration pour récupérer de l'eau qu'on sépare d'un côté, les minéraux, du CO2 et bien sûr le CH4. Alors peut-être la dernière brique, ça je vais pas le... On peut le passer. Ouais, on peut le passer. La dernière brique, donc peut-être si vous avez gardé en tête un petit peu les différents process que j'ai présentés, dans les grandes familles, à chaque fois on obtient d'un côté du CH4, du méthane, mais aussi du CO2, du dioxyde de carbone. Et du coup, là, il y a un process, donc power to méthane, ou la méthanation, qui consiste en fait, avec du CO2 et de l'hydrogène, à obtenir du méthane qu'on peut ensuite injecter dans le réseau. Pour la méthanation, sans rentrer dans le détail, de nouveau, on retrouve deux grandes familles de façons de faire. Donc, c'est sur la prochaine diapo. Il y a la voie catalytique, avec, du coup, qui demande de la chaleur et avec un catalyseur métallique. Et il y a la méthanation biologique, donc là où on retrouve des bactéries auxiliaires qui vont permettre de mener cette transformation. Et on voit le logo d'Enosis apparaître, donc on verra avec Vincent Guéret un peu plus dans cette technologie. Bon, il y a une petite question qui est arrivée, la question de l'hydrogène dit vert ou blanc. Si l'un d'entre vous veut en parler dans ce paysage technologique. Nous, on part du principe que ça sera un minimum du blanc, mais du vert aussi, puisque le principe, c'est qu'on reste toujours sur l'objectif de zéro carbone à 2050. Donc, dans tous nos process, on part sur le principe que l'hydrogène est fait à partir d'électricité verte sur la base. Donc, forcément, de l'hydrogène blanc ou vert. Ok. Alors, Marion Trébeau, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, moi, mon quotidien, c'est d'accompagner des projets de méthanisation. Alors, on n'est pas encore sur la pyro. La méthanisation, c'est même 100% de votre temps pour le moment. Alors, peut-être avoir un petit coup d'œil sur la dynamique actuelle. Alors, pour le coup, en Occitanie, mais je pense qu'il est à peu près révélatrice de ce qui se passe en France. Peut-être Frédéric Martin aura cet œil au niveau national. Ça marche. Alors, peut-être... Cette carte, elle ne va pas être très lisible, mais en tout cas, en Occitanie, donc la région Occitanie est très engagée sur la filière méthanisation, avec l'objectif que dans le mix énergétique pour une région à énergie positive en 2030, il y ait 15 à 20% de gaz vert dans ce mix énergétique. Donc, pour le moment, ça se traduit par 76 installations de méthanisation en fonctionnement, dont la moitié à peu près injecte dans les réseaux de gaz. Voilà, c'est une information. Enfin, on va peut-être pas rentrer dans ce détail. Ça représente, alors peut-être juste sur la diapo suivante. Sur la diapo suivante, justement, on voit une évolution quand même sur justement cette production. Voilà, c'est une filière récente. Actuellement, on est à 0,3 TWh de production de la filière. Et il faudrait
multiplier par entre 10 et 15 pour obtenir les objectifs de la région d'ici à 2035. Donc il y a vraiment un défi de massification à ce stade pour la méthanisation, pour une filière où la question des technologies est relativement mature. Ça a été bien traité au cours des 10 dernières années. Je crois qu'il y a une diapo suivante où on peut voir justement l'évolution entre les différents types de valorisation. C'est très net quand même. Je ne sais pas si tout le monde le voit, mais en gris, injection gaz qui est en train vraiment de décoller, quoi. Voilà, du coup la filière méthanisation, entre guillemets, elle s'est fait les dents plutôt sur des projets qui valorisaient le gaz localement ou en électricité, donc chaudière chaleur ou cogénération pour faire de la chaleur ou de l'électricité. Et en fait, depuis 2020, vraiment, c'est une dynamique. C'est le seul modèle viable économiquement, c'est de faire du biogaz pour l'injecter dans le réseau, puisqu'il y a un tarif d'achat garanti qui n'est accessible que quand on injecte dans le réseau. En tout cas, qui est suffisamment intéressant que quand on injecte dans le réseau. Merci à vous, Marion. Je me tourne maintenant vers vous, Mylène Begos. En tant que directrice du patrimoine de la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole, vous avez mené à bien la transformation finalement d'un méthaniseur tout près d'ici à Latte. Et ça vient vraiment illustrer cette évolution dont vient de parler Marion à l'instant, hein, donc d'une installation qui était plutôt en cogé vers de l'injection réseau. Et donc vous allez injecter les premiers mètres cubes de biométhane dans le réseau en mars prochain. Un investissement qui s'intègre dans un vaste projet de modernisation d'une station d'épuration qui est baptisée Maïra. 4 ans de travaux, 165 millions en tout. Je ne sais pas si on peut passer l'image parce que... Alors moi je pilote rien là, pour rien vous cacher. Ah ça y est, ça se passe peut-être, il se passe des choses. Non. Est-ce qu'on peut avancer encore un peu? Voilà à quoi ça ressemble Maïra. Qu'est-ce qui a poussé la Régie des eaux à investir sur ce volet énergétique? Effectivement, le projet de modernisation de la station de traitement des eaux usées Maïra, c'est un projet majeur pour la régie et la métropole, hein. Les objectifs principaux, c'est une station de traitement des eaux usées. Donc les objectifs principaux, c'est d'améliorer, de ce projet de modernisation, c'est d'améliorer le niveau de traitement, d'augmenter la capacité d'épuration, de limiter les impacts sur le milieu naturel, en l'occurrence le fleuve Lèze. Mais dès le départ, en fait, la régie et la métropole ont souhaité inscrire ce projet dans une démarche de développement durable qui s'appuyait sur plusieurs piliers. Un pilier intégration de cette usine de traitement dans son environnement, avec un objectif de zéro nuisance. Un pilier réutilisation des eaux usées traitées. Et puis ce pilier énergie et valorisation énergétique. Et ça a été évident pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'on a pour objectif, pour un projet de cette nature et pour la Régie des eaux, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et la valorisation énergétique, ça va dans ce sens-là. Et ça permet d'inscrire ce projet dans les objectifs de la métropole, notamment ce qu'on appelle le PCAET, le plan climat, air, énergie, territoire, avec des objectifs de neutralité carbone, de mix énergétique notamment. Et puis la valorisation énergétique, c'est aussi des perspectives de recettes en fait pour la Régie des eaux, avec la valorisation du biométhane. Oui, c'est qui ça. Offre des perspectives de recettes sur le moyen et le long terme. J'allais justement vous demander comment est valorisée la production de biogaz, comment elle est commercialisée, enfin comment elle sera commercialisée. Donc effectivement, depuis 2012, en fait, on a déjà une valorisation du biogaz sur la station Maïra, puisqu'on a 3 digesteurs. Alors en épuration des eaux, on appelle ça des digesteurs, mais en fait, c'est 3 méthaniseurs. Et donc ils sont valorisés le biogaz est pour l'instant valorisé par cogénération. Donc on fait de l'électricité. À partir du 1er mars 2026, comme vous l'avez dit, on commence à valoriser plutôt par biométhane et injection sur le réseau GRDF. Cette décision elle a été prise pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est la continuité de ce que je disais tout à l'heure, cette volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'en termes d'émissions évitées, de valoriser en biométhane, c'est 5 fois plus important que de valoriser en électricité. Donc ça, c'est l'une des raisons. La deuxième raison, c'est que cette cogénération bénéficiait d'un tarif soutenu par l'État, avec un contrat de 15 ans qui arrive à terme et sans possibilité
d'obtenir en fait une valorisation à la hauteur en fait de ce qu'on a actuellement, donc avec des perspectives en termes de recettes bien plus importantes sur la valorisation du biométhane. Et le troisième point, c'est que les dispositifs technologiques en fait font qu'on peut aussi mieux valoriser un volume plus important en fait de biogaz par injection en biométhane que par cogénération. Ma question, c'est à qui vous allez le vendre, ce biogaz? Alors, comme on a déjà bénéficié, la station a déjà bénéficié en fait d'un tarif de rachat soutenu par l'État, là on ne rentre pas dans ces mécanismes-là. Donc c'est des contrats qu'on appelle des contrats gré à gré. Et donc du coup on va le vendre à un fournisseur d'énergie. Donc voilà, c'est des contrats qui sont issus de longues négociations, où nous, c'est vrai que Régie des eaux, on n'est pas forcément habitué à ce type de négociations, mais on peut s'appuyer en fait sur des conseils juridiques spécialisés dans ce cadre-là. Et donc c'est des contrats qui vont à la fois permettre de valoriser le biométhane lui-même, donc la molécule, mais aussi tout ce qui est certificats d'origine associés, et en l'occurrence des CPB, donc des certificats de production du biogaz, qui sont des nouveaux mécanismes. On va en parler après. Pour valoriser le biogaz. Parce que ça va changer ou pas pour le marché. Merci à vous. Nous passons à vous, Frédéric Martin. Vous avez déjà pris un peu la parole. Vous êtes le président de France Gaz, qui est le syndicat professionnel de l'industrie gazière dans notre pays. Vous êtes ingénieur des arts et métiers, vous avez travaillé de nombreuses années sur les questions de réseau au gaz, à GDF puis à GRDF. Vous avez été le numéro 2 jusqu'en 2018. Avec parmi vos objectifs de l'époque, vous me l'avez dit, remettre les gaziers à l'heure de la transition énergétique et de fait, effectivement, valoriser, développer les gaz verts. Donc, je rappelle les objectifs de GRDF pour l'intégration des gaz verts dans notre réseau, 20% en 2030, on est à 4%, rappelez-vous, je le répète, 100% en 2050. Alors, même s'il y a une nette accélération des installations de méthanisation, on va dire peut-être au niveau national, est-ce que ces objectifs sont toujours tenables, tout simplement? Écoutez, nous, ça fait 10 ans qu'on nous dit que est-ce que ça sera tenable, et à chaque fois, on est au-dessus des objectifs. Donc, on n'a pas trop de soucis pour plusieurs raisons. Le premier, ça a été indiqué, on est sur une technologie aujourd'hui en méthanisation qui est totalement mature. Donc, on n'a pas de problème de ce côté-là. La deuxième chose importante, c'est qu'on n'a pas de problème de potentiel, donc ce qui est quand même pas neutre non plus, et donc on a vraiment, et on reparlera des objectifs de montée. Le troisième, c'est qu'on a énormément de gens intéressés, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. Les premiers, c'est comme toujours, on crée le doute, enfin on est en France, donc voilà, on a questionné. C'est humain aussi. C'est humain, il a fallu lever un certain nombre de doutes, de craintes, mettre une méthodologie dans la mise en place de ces projets. Enfin, je pense que madame connaît bien le sujet, c'est-à-dire qu'il faut rassurer à chaque fois. Mais on a surtout un dynamisme des territoires qui est assez important, qui ont bien compris que comme on est en train de ramener la production de molécules en France, c'est une opportunité immense parce qu'on part de zéro et il y a tout à créer. Donc ça, c'est un point important. Et c'est une richesse très importante créée dans les territoires. C'est 85% du retour de valeur dans les territoires. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Donc on a des porteurs de projets, on a une techno mature, on a du potentiel. Et on a des infras. Attendez, et on a des infras. On a des infras qui ne posent pas de problème. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des infras qu'on n'a pas besoin de changer. C'est-à-dire qu'on vient connecter, ça remonte, et on a capacité de stocker l'énergie à tout moment. C'est-à-dire que les méthaniseurs, ce sont des bactéries. On ne peut pas leur demander de s'arrêter le samedi matin et puis de reprendre le lundi matin quand l'activité repart. Elles fonctionnent en continu toute l'année. On injecte dans le réseau. Et dans le réseau, si on est au-dessus de la consommation locale, et c'est le problème qu'on a dans d'autres énergies, on remonte ça dans les réseaux de transport et ensuite on va les stocker. Donc c'est vraiment à peu près, on coche toutes les cases. Et l'objectif, et je vois que c'est bien parce que l'Occitanie est une région effectivement dynamique, on a un rythme de croissance actuellement qui est de 3 Tera par an. On n'en parle pas assez, mais c'est un demi-réacteur par an. Voilà. Et d'ici 2030, puisqu'on est en pleine augmentation, on sera sur un rythme de projet de 1 réacteur nucléaire par an en termes de puissance, de consommation. Donc pour vous, c'est clairement tenable. On a 1000 projets en stock qui sont en train de se dérouler. Et la force de ce sujet-là, c'est la réplicabilité des sujets. Et puis surtout, ça répond à une vraie demande. Alors 1000 projets de méthanisation où déjà, de façon significative, il y a les autres technologies qui arrivent. Alors on est des gens très pragmatiques dans la filière gaz. Vous avez vu qu'on a déjà plusieurs molécules. Madame a parlé du biométhane, enfin du bio-CH4. On a parlé d'hydrogène, on a parlé de CO2.
Et avec ces molécules, on voit arriver des technologies progressivement. Donc aujourd'hui, c'est la façon la plus simple. On prend la dégradation biologique des matériaux. Ensuite, les collectivités qui ont bien compris que c'était une vraie valeur de valorisation de ces déchets, parce que ça permet aussi de ne pas stocker et de les enterrer ou de les incinérer avec des particules. Donc on travaille énormément sur la valorisation des autres déchets. Ça a été indiqué, les deux technologies principales, c'est la pyrogasification et la gasification hydrothermale, c'est-à-dire déchets secs, déchets liquides. Là, on se retrouve avec des distilleries sans cheminée, c'est important. C'est-à-dire qu'on vient en plus améliorer la qualité de l'air sur du traitement de déchets qui sont plutôt de zones urbaines ou de déchets industriels. Et une fois qu'on a valorisé tous ces déchets, on a encore une dernière étape qui est de la valorisation avec le vecteur électrique. Et donc, mais là, je vais laisser mon voisin en parler. C'est comment on combine les molécules. Alors après, est-ce qu'on peut faire un point? Je vous avais préparé quelques diapos, on a pillé, vous avez remarqué, il y avait le logo France Gaz tout à l'heure déjà sur les diapos diffusés par Marion Tréboux. Aujourd'hui, voilà, là on a la carte de France. Alors je ne sais pas si c'est très net pour vous au niveau du fond de la salle notamment. Mais ce qu'on peut dire, voilà, grosso modo, c'est qu'aujourd'hui, les territoires sont en attente. On est sur des technos qui sont en TRL 7-8. Alors, le TRL, c'est le niveau de maturité technologique. Donc là, le 9, on est en version industrielle. Donc là, on sait que d'ici 2030, on va avoir une version industrielle de cette technologie-là. La gasification hydrothermale est en train d'ailleurs de rattraper son retard. Je pense qu'elle va arriver à peu près au même moment, parce qu'on est en TRL 6-7 et elle va rapidement passer à l'étage du dessus. En gros, dans les moins de 5 ans, on va avoir deux technologies. Et les territoires nous disent aujourd'hui, dépêchez-vous de sortir cette technologie, parce qu'on a énormément de déchets qu'on veut encore valoriser, parce qu'ils ont bien compris que c'est un outil de décarbonation de leur territoire, de valorisation de leurs déchets et de création d'emplois. Quand vous dites territoire, là on entend collectivité? J'entends collectivité, industrielle, oui, tous ceux qui ont des déchets et qui aujourd'hui veulent le transformer en ressources. Voilà. Alors, donc là, on a les sites au niveau français. Donc il y a des appels à projets réguliers. Ça, c'est l'ensemble des projets qui ont été portés dans ce qu'on appelle le bac à sable de la CRE, la Commission de régulation énergie. Donc c'est un appel à projets. Les territoires se sont inscrits en disant « Nous, on a aujourd'hui des déchets, on souhaite les valoriser par cette technologie ». On a des projets qui vont arriver normalement à partir de mi-2027 en version industrielle. Donc quand je disais les premiers projets dont un dans le sud, mais ça, bon, comme on est en version... on n'a pas trop le droit d'en parler parce que c'est un vrai sujet très important en termes de nouvelles technologies. Mais on va avoir des projets de type industriel formel. C'est le point vert, non, peut-être? Non, il y en a d'autres. Okay. Ils ne sont pas tous là. Non, mais voilà. Donc, et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'est pas les seuls à travailler. Il n'y a pas que les Français. L'ensemble de l'Europe travaille sur cette technologie. Là, sur la gazéification hydrothermale, on voit qu'on est effectivement plutôt à un stade européen. Oui, un peu en dessous. L'important, c'est que ces deux technologies, on règle aussi d'autres sujets. Elles règlent le sujet de défossilisation de la molécule. Donc voilà, on produit à partir du local. Pour la partie pyrogasification, ça permet de faire de la combustion de bois sans avoir d'émissions de particules fines. Donc c'est l'évolution, en gros c'est la chaufferie biomasse du futur. Et ça va arriver à partir de 2030 et elle pourra fonctionner toute l'année sans émissions, sans perturber la qualité de l'air. Et la deuxième chose sur la gasification hydrothermale, il y a des études qui sont en cours et ça va permettre de résoudre deux autres sujets qui nous paraissent quand même très importants. C'est le problème de la pollution des PFAS, notamment, qui est un vrai sujet. Et on pense qu'on a un moyen aujourd'hui d'éliminer cette partie-là pour tout ce qui est notamment les stations d'épuration ou dans les déchets industriels. Et la deuxième, c'est de pouvoir récupérer de l'eau. Or, comme vous savez, on est dans une région qui est fortement sensible, notamment sur l'eau en été, en période de sécheresse, etc. Et si on peut éviter d'exporter des bouts d'épuration qui contiennent énormément d'eau sur des territoires qu'on ne récupère pas, aujourd'hui, les collectivités locales nous disent que cette technologie-là nous intéresse aussi pour sa capacité à nous restituer de l'eau de qualité pour nos propres besoins. C'est la notion un peu de service associé. Donc je crois qu'il y a une dernière image, voilà, sur la méthanation cette fois, pareil, sur plutôt quelque chose qui est à l'échelle européenne. Je vais laisser mon voisin en parler. Donc Vincent Guéret, déjà, du coup, il vous a passé le relais un peu plus tôt que prévu. C'est gentil. Je vous présente peut-être d'abord, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être bien. Donc vous êtes le président de l'entreprise Enosis, que vous avez fondée il y a 11 ans à Toulouse, donc en lien avec les laboratoires publics de recherche présents sur cette métropole et sur Lyon. Vous avez développé une technologie de méthanation biologique, comme on a expliqué. Et vous avez franchi donc une étape très importante en mars dernier, on va en parler juste après. Peut-être on peut remettre cette carte quand même juste avant. C'était la mise en service d'un premier site de taille industrielle dans les Hauts-de-France. Donc sur cette dynamique peut-être européenne et nous situer nous au niveau français sur ce sujet de la méthanation, qu'est-ce que vous pourriez en dire?
Bonjour à tous et à toutes. Déjà, je voudrais revenir sur le positionnement de la méthanation. Je vais peut-être corriger 2 ou 3 petites choses si vous le permettez. La méthanation, c'est effectivement un procédé, une brique techno qui va venir s'insérer dans des filières. Donc il y a la filière méthanisation, il y a la filière pyrogasification, qu'elle soit hydrothermale ou non. Et en fait, c'est une brique de traitement à la fin, aval, qui en fait permet de valoriser le dioxyde de carbone ou le monoxyde de carbone qui seront contenus par exemple dans le biogaz ou rejetés par les sites de méthanisation ou dans le syngas de pyrolyse ou de gasification, hydrothermale ou non, pour produire du méthane. C'est-à-dire que c'est le dénominateur commun en réalité aux 3 filières, méthanisation, pyrolyse ou gasification hydrothermale, quand on veut valoriser en fait ces gaz et notamment le CO2 pour produire effectivement un méthane qui peut être un méthane renouvelable. Donc la méthanation, en fait, elle est transversale, elle s'intègre dans les 3 filières. Une optimisation, on va dire, voilà, une complétude sur des coproduits, je ne sais pas si on peut... Exactement, en fait, le dénominateur commun, c'est le CO2 ou le monoxyde de carbone, enfin en l'occurrence le CO2. Le CO2, on en trouve dans le biogaz ou dans les installations de méthanisation qui, pour pouvoir injecter du biométhane, rejettent le CO2 en réalité. Aujourd'hui, on utilise sur la méthanisation des épurateurs, qui sont des équipements qui vont séparer la bonne molécule, qui est contenue dans le biogaz, donc le méthane qu'on appelle du biométhane, et la mauvaise, entre guillemets, le CO2. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de ce CO2 ? Et là, l'objectif, quand on est couplé à la méthanisation, c'est de se dire, en valorisant ce CO2, en lui ajoutant de l'hydrogène, je vais être capable de booster ma production et de la multiplier pratiquement par 2. Maintenant, sur la pyrolyse et la gasification, en fait, quand on produit un syngas, on a aussi du CO2. Donc le syngas, pour produire du méthane, on peut décider de l'épurer, mais en réalité, on va perdre le contenu CO2 qui peut être intéressant de valoriser. Et c'est pour ça que sur ces filières pyrogasification de déchets, gasification hydrothermale ou non, on peut aussi mettre de la méthanation pour venir optimiser en fait la production de méthane renouvelable ou bas carbone qu'on pourra ensuite injecter dans le réseau de gaz. Et donc, ce qu'on fait, nous, chez Enosis, c'est ça. On développe une technologie de méthanation qui est biologique, c'est-à-dire qu'on utilise des micro-organismes qui va permettre de traiter du CO2, du biogaz ou des syngas de pyrolyse ou de gasification. Donc là, on voit votre dernière installation. Donc on est effectivement en lien avec une unité de méthanisation. Et ça vient comme une brique supplémentaire. On le voit en premier plan là sur cette image. Donc c'est dans les Hauts-de-France, je l'ai dit. Quelle est la vocation de ce site ? Alors effectivement, là, ce que vous avez sous les yeux, c'est notre bébé. Ça fait, vous le disiez, l'entreprise existe depuis 11 ans. On est parti d'une feuille blanche, vraiment une feuille blanche. On a travaillé avec des labos qui sont occitans et lyonnais pour amener cette technologie à un stade de maturité qui aujourd'hui est industriel. C'est-à-dire que Frédéric tout à l'heure parlait d'une maturité, il a utilisé le terme un peu barbare de TRL. Donc pour resituer TRL 0, vous regardez dans la glace le matin, vous avez l'idée, et le TRL 9, vous commercialisez. Donc là, effectivement, avec cette installation-là, on se projette sur un TRL 9. C'est un démonstrateur, c'est-à-dire que c'est une installation qui a vocation à démontrer, c'est un site vitrine. Et donc il y a 4 objectifs. Le premier, c'est de montrer qu'on est capable de faire un design réplicable industriel. Parce que l'idée, c'est pas de faire une installation, mais c'est de pouvoir multiplier les sites sur toutes les applications intéressantes. Et donc il faut qu'on rentre dans une logique de réduction des coûts. Donc il faut travailler effectivement cette partie industrialisation. Le deuxième objectif de ce démonstrateur, c'est de montrer qu'on est capable de traiter différents types de gaz. À la fois le CO2 qui est rejeté par le site de méthanisation, comme on l'expliquait tout à l'heure, mais aussi directement le biogaz, pour venir se substituer en réalité aux épurateurs qui sont aujourd'hui utilisés. L'idée, c'est de réduire les coûts. Toujours la même idée, réduire les coûts. Et donc, qu'est-ce qu'on fait du gaz qu'on transforme et qu'on produit en sortie de notre installation ? Il faut qu'on l'injecte dans le réseau de gaz. Et ça aussi, c'est une première, et c'est une première française. Donc le gaz qu'on produit, on l'injecte dans le réseau de GRDF. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que cette installation-là, on l'a mise en œuvre avec le soutien de GRDF. Et le dernier enjeu, c'est de certifier en fait cette fameuse installation pour qu'on puisse ensuite prétendre que le gaz produit est effectivement renouvelable, puisque comme ça a été dit précédemment, l'objectif c'est de produire un gaz renouvelable ou bas carbone et qu'on pourra valoriser en fait en réalité sur le marché. Et là, je voudrais juste faire une petite question de détail, mais qui, d'un point de vue économique, est extrêmement importante. C'est finalement, on parle d'une molécule qui, a priori, est la même, la molécule de méthane, que vous allez trouver sous la forme fossile, gaz naturel, sous une première forme renouvelable, biométhane,
sous une autre forme qu'on peut qualifier de e-méthane, c'est-à-dire ce méthane renouvelable qui est produit à partir du CO2. Mais en réalité, quand on regarde de plus près, le facteur d'émission, c'est-à-dire le contenu dioxyde de carbone par kilowattheure produit, n'est pas le même. Et donc si on compare le facteur d'émission de ma fameuse molécule de e-méthane qui est produite à partir du CO2 qu'on recycle, on a un facteur d'émission qui est pratiquement 25 à 30 fois inférieur à celui du gaz naturel. Et si je compare le facteur d'émission par rapport au biométhane, en réalité, on va être sur un rapport qui là sera bien inférieur et on est plutôt sur un facteur 4 à 5. Mais donc on voit que cette notion de facteur d'émission, en réalité, elle est clé pour valoriser la molécule. Parce qu'effectivement, les coûts de production ne sont pas les mêmes. Et je suis sûr que tout à l'heure, on aura peut-être des questions sur les prix et sur les coûts de production. Et qu'en réalité, c'est ce facteur d'émission qui va permettre de faire la différence sur les modes de commercialisation et les cibles. Et en réalité, il faut réfléchir avec toutes ces molécules. On a une boîte à outils. Et l'idée, c'est que même si la molécule CH4 s'écrit de la même manière chimiquement, sa valeur environnementale n'est pas la même. Et en fonction effectivement de l'impact environnemental qu'on va chercher à avoir, on aura une monétisation de la molécule qui sera différente. Alors peut-être je vous propose, merci à vous, je vous propose d'entrer dans la partie table ouverte du coup. On va l'ouvrir à vous déjà. Bon, j'avais pris une petite question, donc n'hésitez pas au fil de l'eau à poser vos questions. Sinon moi j'en ai une petite liste. Peut-être Frédéric Martin, vous vouliez rebondir sur ce que vient de dire Vincent Guéret. Oui, parce qu'on est dans nos molécules et on compare peu les filières entre elles. L'ACV du biométhane, c'est l'équivalent au photovoltaïque en termes de contenu carbone. Analyse de cycle de vie. Voilà, exactement. Ce que dit Vincent, c'est que par la combinaison de ces différentes technologies, on peut encore améliorer. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une valorisation encore plus optimum. Et c'est ça, cette dynamique qu'on a dans cette filière. C'est-à-dire que plus on progresse, plus on s'aperçoit qu'on peut améliorer les solutions. Et vraiment, effectivement, la méthanation, c'est celui qui permet de faire le bouclage complet de l'ensemble de la chaîne. Moi, je voulais qu'on reparte de la méthanisation, si vous voulez bien. Voilà, puisque depuis quelques années, les gestionnaires du réseau de distribution poussent vraiment à l'intégration de biométhane. Vous avez été vraiment à fond dans ce rôle-là. Et effectivement, ils sont plutôt suivis par ceux qui disposent de la matière première, les intrants, les agriculteurs, pour commencer, et aussi les gestionnaires de déchets. On le voit ici aussi avec vous sur Montpellier. Mais ça semble encore compliqué. Moi, j'ai lu ce compte-rendu des Assises nationales des déchets qui évoquait des obstacles réels, des procédures administratives longues, un financement parfois complexe et un besoin d'accompagnement technique renforcé. Ce qui est étonnant parce qu'il y a quand même des gens aujourd'hui pour accompagner. Alors, dans cette liste, c'est quoi qui bloque le plus? C'est quoi qui manque le plus plutôt? Peut-être moi je vais donner une perspective un peu orientée sur les acteurs agricoles et les collectivités. Et avec une perspective occitane. En Occitanie, il y a une sociologie agricole qui est un peu spécifique, qui est le revenu agricole en Occitanie est un des plus faibles de France. Et quand même, les projets de méthanisation, c'est à la fois des projets complexes en termes de développement et relativement capitalistique. D'une unité de méthanisation agricole, on va avoir un investissement, on va dire, de l'ordre de 8 millions d'euros. Et c'est vrai que ce qui est nécessaire, c'est de trouver des solutions pour accompagner ces agriculteurs avec leur profil particulier pour embarquer dans des projets de méthanisation. Donc les accompagner à la fois techniquement, mais aussi avec des solutions pour passer ces caps de développement d'investissement. Et puis peut-être le deuxième point, c'est les technologies sont matures, mais il reste encore quand même des marges pour optimiser, à la fois faire des économies d'échelle sur les coûts d'investissement et puis optimiser tout ce qui est la méthanisation, c'est du travail au quotidien. C'est alors peut-être en comparaison du photovoltaïque. Le photovoltaïque, on fait l'investissement et il y a peu de choses qui se passent après en coût d'exploitation. La méthanisation, c'est pas le cas. Donc optimiser, et peut-être un troisième point, en particulier concernant la mobilisation des intrants agricoles, on peut avoir une standardisation des technologies, mais quand même il faut des projets qui soient adaptés au territoire et ancrés avec les acteurs du territoire. On ne peut pas développer les mêmes projets dans le Gers ou en Aveyron, à la fois liés aux caractéristiques agricoles, aux besoins des territoires
et aussi à la question des réseaux qui est une petite contrainte dans certaines zones d'Occitanie. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir quelque chose de normé, duplicable comme ça. Enfin, après, peut-être vous aurez des La réponses là-dessus. technologie est duplicable, le formatage du projet ne l'est pas complètement, en termes de dynamique d'acteurs. Pour répondre à votre question, je ne pense pas que ça soit spécifique à notre filière. Quand je croise les homologues de toutes les autres filières, en France, on a la particularité de mettre entre 2 et 3 fois plus de temps qu'à peu près tous les autres pays européens. Parce qu'on a, j'allais dire, on écoute beaucoup, on tient compte des demandes, des contraintes, etc. Et on a un droit juridique qui fait qu'on a un nombre de recours quand même qui est assez long. Alors c'est la contrepartie aussi d'une bonne acceptabilité, c'est-à-dire qu'on est mis en contrainte au début, on passe beaucoup de temps, mais c'est quand même une garantie d'acceptabilité. On a mené, enfin il y a une enquête qui a été menée récemment sur l'ensemble des ENR en termes d'acceptabilité, et on s'aperçoit qu'après, sur des sites déjà mis en service, et on s'aperçoit qu'après mise en service, le taux d'acceptabilité est très bon, puisque, enfin là je parle pour notre paroisse, le biométhane, on est aux alentours de 84%, c'est à peu près équivalent au solaire d'ailleurs. Et on se aperçoit que plus on se rapproche des installations, plus ça monte. Ça monte. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup de peur au départ, de crainte. On pose beaucoup de questions, on s'affole, on questionne, ce qui est normal. On passe beaucoup de temps, mais une fois que c'est bien posé, j'ai tendance à dire les gens comprennent mieux et puis surtout ils voient le retour. Voilà, donc ça c'est un point important. Non, c'est le permitting. Et puis je pense qu'il faut se méfier de la duplication de solutions un peu uniformes. Je pense que l'acceptabilité passe aussi par la prise en compte, j'allais dire, on parle pas je parle dans les autres énergies, les territoires ont leurs spécificités en termes de ressources, solaire, vent, ressources agricoles. On ne cultive pas la même chose ici qu'en Normandie ou en Beauce. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi tenir compte de la taille des exploitations. Là où ça peut être plus duplicable, c'est sur des choses comme les stations d'épuration, sur des biodéchets urbains, parce que là on est plutôt sur des choses plus normées, où là on peut plus facilement adapter la solution technologique. Alors juste pour avancer peut-être, on a dit, effectivement il y a tout ce potentiel, notamment de méthanisation, de technique mature, mais ça ne suffira pas. Les avis sont à peu près tous OK là-dessus. Alors, GRT Gaz l'avait dit, il faut trouver d'autres technologies. Il y a des appels d'offres qui sont lancés par les uns, par les autres. Et pourtant, il y a peu de projets. Donc il y a 3 ans, il y a un appel à projet national sur la pyrogazéification qui a reçu 0 candidature. Comment expliquer ça ? Alors nous, on a dit que faire un appel à projet en partant du principe qu'on ne pouvait pas aider au départ, c'est-à-dire qu'en gros, ça fait à peu près 5-6 ans qu'on dit que ce sont des nouvelles technologies dont on a besoin absolument d'une aide au départ. Parce que quand on s'adresse à un élu local, logiquement, lui, il veut bien tester des choses, mais il ne veut pas non plus être le seul à essuyer les plâtres. Donc logiquement, et ça a été le cas de toutes les filières, les nouvelles filières, solaire, éolienne, méthanisation, elles ont fait l'objet dès le départ d'un démarrage avec des aides publiques pour permettre de tester les technologies. On a essuyé les plâtres en méthanisation, en solaire, enfin j'ai à peu près pratiqué l'ensemble des énergies, à chaque fois c'était la même façon. Une fois qu'on a maturé, j'allais dire, cette technologie, on voit que le niveau d'aide baisse. Sur la pyrogazéification et la gazéification hydrothermale, on est sur des technologies qui aujourd'hui ne bénéficient pas d'aide directe. On commence à y penser, donc c'est vraiment une demande forte de la filière. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est que on a aujourd'hui une filière méthanisation qui a été un peu plus longue à être mise en route en France pour des raisons de spécificité territoriale. Aujourd'hui, c'est une filière de référence mondiale. En Europe, on a battu les Allemands, ça y est, on est passé devant, en méthanisation. Et on dit qu'il faut faire la même chose sur les 2 autres technos. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que tous les pays étrangers qui ont bien compris l'intérêt de ces 2 technologies, pour les raisons que j'ai expliquées, qualité de l'air, traitement, l'EPIFAS et la valorisation des déchets, travaille là-dessus. Et on a le choix, c'est que si on n'investit pas sur ces premiers projets, on va devoir demain payer des licences sur des technologies étrangères. Je pense que on a déjà l'exemple sur d'autres sujets. Donc ce qu'on veut éviter, c'est ça. Donc on dit à l'État, mettez un peu d'argent pour faire démarrer des projets en lien avec les territoires. Ça, c'est pas entendu ?
Dans la période actuelle où on cherche beaucoup d'argent, les arbitrages sont durs. Donc, il faut vraiment porter des sujets. Il y a quelques projets, ça y est, qui ont été posés. Mais on se bat. Les territoires sont avec nous, ça c'est quand même bien. Et puis au niveau européen, on sent que le sujet va venir, puisque, on a un certain nombre il y a une taxe carbone qui va être mise en place en 2028 dans le cadre de l'ETS2. Et les fonds collectés dans le cadre de cette mise en place de taxe carbone vont servir à valoriser ces filières. Alors peut-être le point de vue de l'industriel, Vincent Guéret, il y a des soutiens, mais est-ce suffisant? Qu'est-ce qui nous manque là pour vraiment démarrer? Alors déjà, je vais commencer par m'inscrire en faux par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Frédéric l'a pas dit, il a un devoir de réserve. Mais effectivement, il y a eu bien un appel à projet sur la pyrogasification il y a 3 ans. Mais il y avait des projets, il faut le dire, il y avait des projets. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre le moment, effectivement, on a défini un premier appel à projet et le moment où on est revenu avec une copie finale, on avait complètement déshabillé l'appel à projet. Et finalement, des acteurs qui s'étaient positionnés ne s'y retrouvaient plus. Et donc en réalité, ça pose aussi la question de la vision qu'il y a derrière ces appels à projets. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et est-ce qu'effectivement, à un moment donné, on est capable d'aligner les moyens financiers par rapport aux objectifs qu'on a? Et en réalité, c'est ça. On a une espèce d'injonction contradictoire ici où... et c'était cet exemple de cet appel à projet de la pyrogasification, c'est exactement ça. C'est qu'au début, il y avait un enjeu, il y avait une envie des pouvoirs publics de pousser plusieurs projets. Et puis on s'est retrouvé... Donc un volet industriel, on va dire? Sur le volet industriel, oui. Exactement. L'idée, c'était de sortir la techno du labo pour avoir des premiers pilotes industriels, des premières installations industrielles. Et qu'on est sur des grosses installations, donc partir sur fonds propres, c'est un petit peu compliqué. On a besoin d'aide d'État. On a besoin aussi de s'inscrire dans un schéma de financement qui est européen, où l'État français est lui-même obligé d'aller demander des dérogations à l'Europe. Donc on est dans une structure qui est assez complexe. Et ce qui s'est passé, in fine, sur cet appel au projet, encore une fois, c'est que finalement, la montagne a accouché d'une souris. Et donc les projets, excusez-moi de le dire comme ça, et les projets qui étaient là, en fait, finalement, n'ont pas suivi. Je vais re-questionner parce que finalement, je pense que c'est des choses qu'on peut avoir sur d'autres filières également. C'est quand vous parliez d'injonctions contradictoires, est-ce que je comprends, on veut à la fois pousser une industrie verte française naissante pour avoir peut-être un champion demain européen qui s'appellerait par exemple un Enosis, et en même temps, on veut tout de suite de l'énergie pas trop chère pour le budget et pour les consommateurs. Est-ce que c'est ça l'ambivalence? Est-ce qu'elle est là? Oui et non. C'est-à-dire que pour moi, il y a une vraie question sur les filières stratégiques qu'on veut pousser jusqu'au bout au niveau national. Il y a des arbitrages qui sont faits. En réalité, pour répondre à votre première question, c'est quel est le point de vue de l'industriel? Quand vous voulez développer votre projet, votre technologie, finalement, vous n'avez pas trop de problèmes. C'est pas facile, mais toutes choses égales par ailleurs. Pour développer finalement votre technologie en laboratoire, vous allez trouver des fonds. Là où ça devient plus compliqué, c'est effectivement pour faire ce que nous on appelle dans notre jargon le scale-up, passer à l'échelle, aller sur des projets industriels, où vous avez besoin de vous projeter sur des installations à taille commerciale. C'est ce qu'on fait dans le Nord en réalité. Et ça coûte plusieurs millions. Ça vous oblige aussi à rentrer dans une démarche effectivement où vous allez vous coltiner tous les problèmes, j'ai envie de dire de la vraie vie, tous les problèmes réglementaires, etc. Donc c'est des projets qui vont aussi vous demander à vous, industriels, de prendre des garanties pour les mener jusqu'au bout. Et ça, effectivement, on a besoin d'un appui. Alors, dans la loi, il se trouve que dans la loi de mars 2023, qui a été votée du coup en 2023, il y a un truc qui s'appelle contrat d'expérimentation, qui devrait permettre, en fait, ce contrat d'expérimentation, c'est un principe qui s'applique à toutes les filières, toutes les technologies, et qui va même plus loin. En fait, normalement, il y a une obligation de neutralité technologique. Et on se rend compte que dans la réalité, à un moment donné, il y a quand même besoin de parler pépettes, de parler finalement d'argent, et que là, ça coince. Et ça coince parce qu'il y a aussi des priorités, tout à l'heure Frédéric le disait, et c'est encore plus compliqué aujourd'hui avec les enjeux budgétaires qu'on rencontre. Ce qui fait que vous pouvez arriver et défendre la vision d'acteurs industriels français qui pourraient être des champions à l'export. Et bien même là, en fait, on a du mal à pouvoir mobiliser et effectivement avoir des premières installations industrielles qui servent de référence, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de ces installations qui demain vont servir de référence pour pouvoir exporter et vendre à l'étranger. Oui, pour les clients, mais même pour les banques, etc. Enfin, pour tout le monde, pour tout le monde. En premier lieu pour les territoires, parce que c'est quand même... moi je dis toujours, ce sont des technologies qui vont permettre aux territoires de récupérer la valeur de la transition énergétique.
Parce qu'on nous dit toujours, enfin je le rappelle, hein, notre objectif c'est de ramener la valeur dans les territoires pour que ce que l'on dépense aujourd'hui à l'extérieur, on le dépense à l'intérieur. Et là, le problème de discontinuité dans l'État, c'est que on est plein de bonnes intentions, mais pour le passage au fait, voilà, on a un sujet, la préparation de l'avenir est un point faible. Alors on peut excuser le débat budgétaire actuel, etc. Mais c'est pas si on n'est pas sur des montants, enfin pour donner un ordre d'idée. C'est pour ça que moi je reste positif parce qu'on a eu le même sujet à la méthanisation au départ, hein, le même sujet. Là on est sur une échelle un peu plus importante. Mais par contre, on est sur notre fête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et l'exemple d'Enosis est le bon, c'est qu'on voit que ça bouge. Et si on ne trouve pas d'argent en France, on va aller le trouver à l'étranger. Ce qu'on aimerait, c'est que ça reste en France en termes de technologie pour éviter de payer des licences. C'est juste ça. Voilà. Alors peut-être une question peut-être pour la collectivité. Je sais que sur donc le projet alors c'est pas un projet de station puisque c'est Maïra, elle existait déjà, mais de rénovation de fond en comble, de modernisation, merci. La méthanation avait été à un moment donné évoquée, puis bon, alors vous direz pourquoi ça a été écarté, mais qu'est-ce qui aussi aujourd'hui peut-être vous ferait changer de point de vue, qu'est-ce qui serait nécessaire pour vous rassurer justement? Effectivement, quand on a lancé le projet de modernisation de Maïra avec cette volonté d'injecter du biométhane, on avait initialement mis dans l'appel d'offres la méthanation sous forme de pilote. Et puis après, je retrouve ce qui a été dit sur ma gauche, c'est-à-dire que nous, maîtres d'ouvrage, porteurs de projet, les questions budgétaires rentrent vite en compte. Et la question aussi, j'ai entendu l'expression ne pas essuyer les plâtres, etc. Et au regard du montant en fait, qui a été donné au résultat de l'appel d'offres sur ce pilote de méthanation, c'était pas tenable en fait dans notre projet qui avant tout était un projet eau, et nous on n'est pas des acteurs majeurs de l'énergie, même si demain on le sera puisque les stations d'épuration sont maintenant des vrais producteurs d'énergie et que même la réglementation en matière d'épuration des eaux va inciter en fait à avoir des stations autonomes en énergie. Donc nous, c'est notre objectif, mais il y a même ça dans la réglementation. C'est votre objectif, mais qu'est-ce qu'il faudrait concrètement? Là, nous, avec ce qu'on prévoit entre l'injection du biométhane, on va valoriser de la chaleur, etc., on va y arriver. Après, pour passer le cap au-dessus, en l'occurrence, effectivement, le cap au-dessus, c'est d'aller valoriser le CO2, en tout cas de faire de quelque chose du CO2 qui sort de l'épuration du biométhane. Ce dont on a besoin, c'est de l'accompagnement technique. Ce dont on a besoin aussi, c'est du financement, parce que quand je parle de pilote de méthanation, on n'avait aucune garantie de subvention, de financement. Nos financeurs classiques dans le milieu de l'eau, c'est l'agence de l'eau qui pour l'instant ne va pas sur ces domaines forcément de l'énergie. Ils y vont un peu, mais voilà, pas franchement. Donc peut-être qu'il y a besoin des ponts entre les différents aussi. Entre les différents agences, acteurs, oui. les différentes agences. Et même question, après, peut-être Vincent, vous pourrez répondre là-dessus. Pour Marion, alors peut-être côté agriculteur, voilà, on voit le projet, enfin c'est plus qu'un projet, le démonstrateur d'Enosis, il est lié à une exploitation agricole qui a déjà un beau méthaniseur. Est-ce que déjà ça, c'est dans les cartons pour les projets là, que les derniers développés par le monde agricole notamment, ou est-ce que c'est encore plus lointain? De façon très concrète, actuellement, là, les projets qui sont en phase donc les projets de méthanisation, et plus particulièrement les projets de méthanisation agricole qui sont au stade du permitting, donc qui vont rentrer en construction prochainement, dans leur plan, ils prévoient pour la plupart un espace où c'est possible, c'est envisageable d'avoir un module méthanation à terme. Donc ils font ce pari que ça va arriver peut-être dans les 10-15 ans. 10-15 ans. Bon, je sais pas. On espère plus tôt, mais... Bon, Vincent n'a déjà plus de cheveux comme moi, mais quand même là je pense que... Mais ça ne fait pas partie actuellement. Dans le design du projet, la brique méthanation, elle n'est pas encore prise en compte parce que ça représente des investissements aussi supplémentaires qui ne rentrent pas dans le modèle d'affaires. Moi, je suis assez... Enfin, tu vas compléter. Hein. Ça résout aussi un autre sujet quand même, la méthanation, c'est que ça permet aussi, pour certaines régions qui ont des problèmes d'évacuation sur un certain nombre d'énergies solaires qu'on n'arrive pas à évacuer,
à permettre de transformer l'énergie produite dans la molécule. C'est-à-dire qu'en gros, quand on produit et qu'il n'y a pas la demande de réseau ou la capacité injectée sur les infraélec, ça permet par le biais de la méthanation aussi d'augmenter et de bien valoriser cette énergie qui est aujourd'hui pas exploitable. Donc c'est ça aussi, le monde de demain, ce sont des infrastructures qui vont être combinées. Tu le dis mieux que moi, c'est vraiment cette clé, quoi. Elle est à la fois la clé de voûte sur l'ensemble des 3 technos, et c'est en même temps le lien de passage avec la partie avec le vecteur électrique. C'est pour ça que je pense qu'on est positif, mais c'est clair qu'aujourd'hui, les agriculteurs, c'est 1, le digestat, 2, effectivement, la partie valorisation du biogaz, 3, le CO2, je pense qu'ils l'ont parfaitement intégré, hein, ça arrive, et c'est un vrai plus. Donc on ne va pas attendre 15 ans. Non, ça c'est clair. Non, pour nous, l'objectif, tu le dis, mais c'est quoi? C'est 2030 en phase vraiment développement, c'est 2030. Ça va aller vite. Du coup, je vais peut-être compléter ce qui a été dit. Pour moi, en fait, il y a 2 éléphants dans la pièce dont on n'a pas parlé. 2. Le premier, c'est quand même un enjeu de souveraineté énergétique. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse cette semaine, les États-Unis, Trump, ont publié un document qui s'appelle National Security Strategy, où grosso modo, il définit l'Europe comme un territoire d'influence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes de fourniture de gaz, les États-Unis se projettent pour multiplier pratiquement par 3 annuellement les importations de gaz. Donc on est en train de se dire qu'aujourd'hui, en fait, on se met en situation... Avant, on était en situation de dépendance plutôt des Russes. Aujourd'hui, on fait une substitution avec effectivement les États-Unis. Alors effectivement, c'est du gaz qui aujourd'hui arrive pas cher. Et en fait, comme il arrive massivement, les prix baissent. Mais demain, imaginez que les Américains, pour une raison ou pour une autre, parce qu'on ne fait pas en fait ce qu'ils auraient envie qu'on fasse, coupent le robinet. Donc on se met dans une situation de dépendance avec finalement un risque de volatilité accrue sur les prix de l'énergie. Et ça, c'est totalement incompatible en fait avec le fonctionnement de nos sociétés. Donc le premier élément dans la pièce, en fait, c'est ça, c'est qu'on a un enjeu d'indépendance, de souveraineté, et j'irais même plus loin, de défense aujourd'hui énergétique, étant donné le cadre géopolitique dans lequel on se trouve. Le deuxième éléphant dans la pièce, c'est le marché. C'est-à-dire qu'on a parlé de tarifs d'achat, on a parlé de CPB. On a peu parlé d'ailleurs, je voulais y venir, mais bon, on a quelques minutes. Mais encore. Du coup, effectivement, ouais. C'est la question du marché. Est-ce qu'il y a un marché pour cette molécule de méthane renouvelable? Et en fait, la réponse, elle est liée aussi finalement au jeune âge de cette filière qui se développe, il faut le dire, partout en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, mais aussi en Asie. Et donc, il y a un enjeu d'unification en fait du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un vrai marché connecté, on est sur finalement des plaques régionales qui vont fonctionner régionalement. Et donc, en tout cas au niveau européen, et les travaux sont en cours, il y a un véritable enjeu à créer un marché européen où on pourra effectivement, en fonction des besoins, de l'offre, de la demande, s'échanger effectivement cette molécule. Alors je comprends que pour certains, ça puisse choquer, parce qu'on parle beaucoup de projets de territoire, mais ce n'est pas antinomique. L'idée, c'est de pouvoir utiliser les ressources, les déchets qui sont dans les territoires, en faire une molécule qui est intéressante d'un point de vue énergétique et parce qu'elle a aussi d'autres externalités, et de pouvoir, grâce au réseau, la vendre là où c'est intéressant de l'utiliser. Et c'est là qu'on vient sur cette notion finalement d'ordre de mérite de l'utilisation de la molécule en fonction de son fameux facteur d'émission. Effectivement, quand on fait de la méthanation, on utilise une molécule d'hydrogène, notamment quand on veut valoriser le CO2 du biogaz, donc ça coûte plus cher. Mais il y a des applications qui sont d'ores et déjà prêtes à acheter cette molécule plus chère. En Scandinavie, par exemple. Et donc, on a des modèles qui sont en train de se mettre en place, de commercialisation, c'est un peu ce qui était expliqué tout à l'heure. On vend la molécule de gaz, de méthane à un prix qui est standard, qui est un prix du marché, et en fonction du facteur d'émission, il va y avoir une survaleur qui va permettre en fait, d'absorber les coûts. Et là, on est dans de l'innovation, peut-être pas technologique, mais économique. Et il faut que les mécanismes se mettent en place. Donc ça vient, et certainement pas avant 2035 ou 2050. C'est déjà, en fait, par exemple, en Scandinavie, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, pas en 2030, aujourd'hui, ces modèles fonctionnent et se mettent en place. Et donc nous, Enosis, effectivement, pour répondre à la question tout à l'heure du positionnement franco-français, on se dit, il y a des lenteurs en France, ouvrons une filiale en Scandinavie pour pouvoir effectivement commercialiser le gaz qu'on va produire là où on peut aujourd'hui le vendre et où il peut s'acheter. Sur le marché,
peut-être ça répond à ça aussi. Tout à fait, Sur les certificats de production de biométhane là, qui vont arriver, est-ce que ça peut changer la donne justement sur une vraie valeur apportée et quelle place, du coup je fais une deuxième question en même temps, par rapport aux fournisseurs de gaz, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que ça serait souhaitable, est-ce que France Gaz est pour qu'il contribue à financer ces démonstrateurs commerciaux sur les nouvelles technologies pour aller plus vite, plus loin en France? C'est un peu la logique du marché. Alors au niveau européen d'abord, l'Europe est en train de mettre en place le marché européen justement du biogaz, parce qu'actuellement les échanges commencent à augmenter. En Europe du Nord, ça y est, c'est déjà lancé. Et l'avantage, c'est que sur la partie gaz, les infras ne posent pas de problème. C'est-à-dire qu'on a autant de problèmes, on a un certain nombre de problèmes d'interconnexion, on l'a vu avec l'Espagne sur la notion de l'électricité. En gaz, il n'y a pas eu de problème. Enfin, je rappelle juste que quand la Russie a coupé les robinets, on a inversé les flux et on s'est aperçu qu'on avait un vrai marché fluide grâce au réseau. Et ce que vient de dire Vincent, c'est clair. Aujourd'hui, avec la montée en charge partout en réseau, le producteur local va avoir accès par le biais des infras à un marché local et européen. Donc ça, c'est un point important. Alors, on va certainement privilégier d'abord l'interrégion avant de passer en international, mais c'est vraiment quelque chose qui s'ouvre. Sur les CPB, c'est un autre dispositif. C'est-à-dire que le CPB, ça vient compléter le financement des opérations à côté du tarif de rachat. C'est-à-dire qu'il y a le classique qui était je fabrique du biogaz et l'État vient me compenser l'écart entre la molécule et le coût réel. Donc ça, c'est le tarif. Mais c'est porté par le budget de l'État. Je rappelle, parce que l'objectif, c'est bien qu'en 2050, le Français paye son énergie verte telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc l'objectif, c'est le CPB, c'est une incrémentation progressive de la molécule verte dans la consommation des Français. Et donc le CPB, c'est fournisseur d'énergie. Dans ce que vous vendez aux Français, je vous demande progressivement d'injecter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8%. Et donc, on fait monter la demande progressive. Ça a deux intérêts. Un, ça permet de faire, j'allais dire, lisser la partie coût et de monter en termes de technologie, maturité, parce que les installations s'amortissent et ça permet. C'est une grande stabilité. Et puis ça permet en même temps de dupliquer partout l'ensemble des projets quand il n'y a pas possibilité en local, par exemple. Il y aura un phénomène presque naturel lié à la demande en fait. Oui, non, mais il y a d'autres dispositifs qui sont le secteur maritime qui est aussi en train d'arriver, qui a besoin de se décarboner. Donc on ne va pas rentrer dans la technique, mais il y a le dispositif de l'IRIC, qui est le CPB pour les bateaux principalement et le routier. Donc on a une demande qui va grimper parce que de toute façon, il faut verdir ces molécules qui sont indispensables dans le mix énergétique. Donc de toute façon, la demande va arriver. Mais on est en train de mettre en place tous les outils de marché de ce qui va être le marché de l'énergie post-2030. Voilà. Ok. Alors je vois que c'est l'heure et qu'on ne vous a pas donné la parole directement, mais bon, il y a eu peu de questions. Je ne sais pas si vous avez vu seulement effectivement le QR code. Il y avait peut-être un petit truc à nouveau à intégrer sur le fonctionnement d'Energaia cette année. Est-ce qu'il y a des questions au micro juste avant de clôturer cette table ronde? Soyez pas timides. Parce qu'après, en plus, Frédéric Martin est pressé. Je crois qu'il y a un taxi qui attend. Une question. Hop, allez, une question. Donc, vous présentez rapidement. Ça sera l'unique question du coup de la table ronde. Allez-y. Oui, bonjour et merci pour la présentation. Juste pour savoir pourquoi vous avez dit qu'en Scandinavie, c'était prêt à acheter le gaz plus cher. Et du coup, pourquoi, pour quels usages et pourquoi dans ce pays-là, ça marche? Alors, il y a des cultures de consommation qui ne sont pas les mêmes en fonction des pays. En Scandinavie, le transport lourd utilise déjà pas mal de gaz. Et donc l'idée, c'est ces pays sont aussi très fortement engagés en fait, dans des politiques environnementales. Et en réalité, on vient substituer le gaz naturel fossile qui était utilisé naturellement pour venir alimenter ces flottes de véhicules ou ces bateaux, comme le disait tout à l'heure Frédéric, par du gaz renouvelable. Et dans l'équation, en fait, il faut regarder pourquoi est-ce qu'on parle de transport lourd, parce que du coup, c'est fortement consommateur. Un bateau, c'est énormément de tonnes de gaz. Et donc, on voit effectivement que du fait de ces usages spécifiques, en réalité, on a des appels, on a de la demande qui est beaucoup plus importante que ce qu'on peut avoir effectivement sur d'autres applications. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'ordre de mérite. Réfléchir en fait au type de molécules qu'on va produire et à ses usages, c'est une histoire de finalement complémentarité. Il ne faut pas opposer les molécules entre elles.
En fait, elles sont complémentaires et il faut savoir les positionner au bon endroit. Je voudrais juste finir là-dessus parce qu'on a parlé de la méthanation et de la valorisation du CO2, mais par honnêteté, il faut aussi dire qu'il y a d'autres voies de valorisation du CO2 qui est notamment issues de la méthanisation. Vous pouvez par exemple le liquéfier pour l'utiliser dans des usages agroalimentaires. Et en fait, encore une fois, il n'y a pas de solution qui soit absolue. Ça va beaucoup dépendre du contexte local. Si à côté de votre site de méthanisation, vous avez un industriel qui veut consommer du CO2 liquéfié pour des usages alimentaires et que ça a un sens économique, faites-le. Faites-le. Encore, il faut vraiment, on est dans des projets de territoire, il faut prendre en compte en fait les spécificités des territoires quand on veut développer nos projets. Sinon, ça n'a pas de sens. Merci à vous, merci pour la qualité de ces échanges, merci à vous pour votre présence. Et je vous dis bon salon Energaia, on se retrouve peut-être sur les autres tables rondes dans la journée et demain. Merci, bon après-midi.